Un homme explorait la forêt un jour ordinaire. Soudain, il rencontra un ours qui semblait implorer de l'aide. Intrigué, l'homme suivit l'ours sur un long chemin. Arrivé à un cirque abandonné, il fut surpris par ce qu'il vit. Avant d'entendre cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Le soleil venait à peine de se lever lorsque Théo se réveilla, sentant l'air frais du matin entrer par la fenêtre de son petit chalet en bordure de la forêt. Ça était un jour comme les autres, du moins c'est ce qu'il croyait. Depuis des années, Théo avait choisi une vie loin de l'agitation de la ville, se consacrant à explorer et protéger la vaste étendue verte qu'il appelait désormais son foyer. Avec des gestes automatiques nés de l'habitude, il prépara son café et observa le paysage par la fenêtre. Les arbres se balançaient doucement sous la brise matinale et les sons de la forêt éveillant emplissaient l'air. Théo sourit, ressentant cette sensation familière de paix qu'il ne trouvait qu'ici. Une fois son café terminé, il prit son sac à dos, toujours prêt pour les longues randonnées dans les bois. Il vérifia son contenu. De l'eau, de la nourriture, une trousse de premiers secours, des jumelles et son inséparable appareil photo. Théo était connu dans la région comme le « gardien de la forêt », un titre qu'il portait avec fierté et responsabilité. En sortant de chez lui, il respira profondément, remplissant ses poumons de l'air pur de la forêt. Quelque chose dans l'air semblait différent aujourd'hui, une énergie subtile qui faisait battre son cœur un peu plus vite. Ignorant cette sensation, Théo commença sa marche, suivant un sentier familier qui serpentait entre les arbres centenaires. Alors qu'il avançait dans la forêt, Théo ne pouvait s'empêcher de remarquer que les sons de la forêt semblaient plus intenses aujourd'hui. Le chant des oiseaux avait une urgence inhabituelle, et même le bruissement des feuilles semblait porter un message qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Après quelques heures de marche, Théo arriva dans une petite clairière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Étrange, pensa-t-il en fronçant les sourcils, il connaissait chaque centimètre de cette forêt, ou du moins croyait-il la connaître. Au centre de la clairière, un énorme chêne se dressait, ses racines noueuses s'étendant comme des doigts géants sur le sol. C'est alors qu'il entendit un son grave et guttural, presque un gémissement. Théo se figea, ses sens en alerte maximale. Lentement, il se tourna en direction du bruit et son cœur faillit s'arrêter. Là, à seulement quelques mètres de distance, se tenait un énorme ours brun. Mais ce n'était pas la présence de l'animal qui le choquait. Après tout, les rencontres avec la vie sauvage étaient courantes lors de ses explorations. Ce qui le laissa bouche bée, c'était l'expression sur le visage de l'ours. L'animal semblait angoissé. Ses yeux, normalement féroces, étaient emplis d'une émotion que Théo ne pouvait décrire que comme une supplique. L'ours émit un autre gémissement sourd, puis fit quelque chose que Théo n'aurait jamais imaginé voir de sa vie. Il inclina la tête, comme pour faire une révérence, puis la releva, fixant Théo intensément. « C'est impossible », murmura Théo pour lui-même, incapable de croire ce qu'il voyait. Il cligna plusieurs fois des yeux, espérant que la scène devant lui se dissiperait comme un rêve étrange. Mais l'ours était toujours là, ses yeux rivés sur Théo, chargé d'une intelligence et d'une émotion qui défiaient tout ce qu'il connaissait du monde naturel. L'ours fit un pas en avant, et Théo recula instinctivement. Mais quelque chose l'empêcha de fuir. Peut-être était-ce la curiosité, ou peut-être quelque chose de plus profond, une connexion qu'il ne parvenait pas à expliquer. L'animal ne montrait aucun signe d'agressivité. En fait, il semblait vouloir que Théo le suive. Comme s'il lisait ses pensées, l'ours se retourna et commença à marcher lentement vers la lisière de la clairière. Tous les quelques pas, il regardait derrière lui, comme pour s'assurer que Théo le suivait. Théo hésita. Toute son expérience et son bon sens lui criaient de faire demi-tour et de courir vers la sécurité de sa maison. Mais quelque chose de plus fort le poussait à suivre l'animal. Une voix intérieure, presque un murmure, lui disait que ce moment était important, que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Le cœur battant et l'adrénaline parcourant ses veines, Théo prit une décision. Il ajusta son sac à dos et, avec des pas prudents, commença à suivre l'ours plus profondément dans la forêt. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, Théo remarqua qu'il se dirigeait vers une partie de la forêt qu'il n'avait jamais explorée auparavant. La végétation devenait plus dense et les sons de la forêt semblaient changer.
devenant plus mystérieuse et éthérée. L'ours maintenait un rythme constant, s'arrêtant occasionnellement pour regarder derrière lui, comme pour s'assurer que son improbable compagnon le suivait toujours. Théo perdit la notion du temps. Des heures ou seulement quelques minutes avaient-elles passé depuis le début de ce voyage surréaliste? Alors qu'ils avançaient, Théo commença à remarquer des changements subtils dans la forêt autour de lui. Les arbres semblaient plus anciens, leurs troncs plus épais et tortueux. Les mousses et les lichens recouvraient presque toutes les surfaces, créant un tapis vert et doux qui étouffait leurs pas. L'air devint plus dense, chargé d'un arôme doux et mystérieux que Théo ne parvenait pas à identifier. Était comme s'ils avaient franchi une frontière invisible vers un royaume magique, un lieu où les règles normales du monde ne s'appliquaient plus. Soudain, l'ours s'arrêta. Théo, perdu dans ses pensées, faillit heurter l'animal. En regardant au-delà de l'ours, il vit quelque chose qui lui fit tomber la mâchoire. Devant eux, partiellement cachée par des lianes et des arbres, se dressait une structure énorme et circulaire. Même recouverte par la végétation, elle était indéniable, un chapiteau de cirque. Mais ce n'était pas un cirque ordinaire. Ce chapiteau semblait avoir été englouti par la forêt il y a longtemps, ses couleurs autrefois vives maintenant fanées et tachées par le temps. L'ours regarda Théo une fois de plus, ses yeux emplis d'une tristesse qui semblait étrangement humaine. Puis, avec un grognement doux, l'animal s'avança vers le chapiteau abandonné. Théo resta paralysé un instant, luttant pour assimiler ce qu'il voyait. Un cirque abandonné au milieu de la forêt? Comment était-ce possible? Et pourquoi l'ours l'avait-il conduit ici? Le cœur battant fort dans sa poitrine, Théo fit un pas en avant. Il savait qu'il était sur le point de découvrir quelque chose qui changerait sa vie à jamais. Quoi que ce soit qu'il attendait à l'intérieur de ce chapiteau mystérieux, il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Respirant profondément pour calmer ses nerfs, Théo suivit l'ours vers l'entrée de la tente. La bâche déchirée se balançait doucement dans la brise, comme si elle invitait ou avertissait les visiteurs. Avec un dernier regard vers la forêt qu'il connaissait si bien, Théo écarta le tissu usé et entra dans le monde oublié du cirque abandonné. Ce qu'il vit à l'intérieur de la tente lui glaça le sang. Des cages, des dizaines, rouillées et couvertes de mousse, mais indéniablement des cages. Et à l'intérieur, à son horreur, Théo vit du mouvement. Des yeux brillants l'observaient depuis l'obscurité, certains curieux, d'autres craintifs. Des animaux. Des survivants d'un spectacle depuis longtemps oublié, piégés dans un limbe entre deux mondes. Théo sentit une vague de nausée et de colère. Comment cela pouvait-il exister ici, juste sous son nez? Depuis combien de temps ces animaux souffraient-ils, oubliés et abandonnés? L'ours qui l'avait guidé jusqu'ici s'assit maintenant près de l'une des plus grandes cages, ses yeux implorant de l'aide. Théo comprit alors pourquoi il avait été amené ici. Il était l'espoir de ces animaux, leur seule chance de liberté et de vie digne. Avec une détermination renouvelée, Théo sortit son téléphone de sa poche. Miraculeusement, il y avait du signal. Ses mains tremblaient tandis qu'il composait le numéro d'urgence. En attendant la connexion, ses yeux parcoururent les lieux, absorbant chaque détail de cette scène surréaliste. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'étrange sur le sol de l'arène centrale. Des symboles. Des dessins complexes qui semblaient embriller doucement dans la pénombre. Théo fit un pas vers eux, fasciné. Mais avant qu'il ne puisse enquêter davantage, une voix de l'autre côté de la ligne le ramena à la réalité. « Urgence? Quelle est votre situation ?» Théo respira profondément. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à dire semblerait insensé. Mais il savait aussi que c'était le début de quelque chose de bien plus grand que ce qu'il pouvait imaginer. « J'ai besoin d'aide, » dit-il, sa voix ferme malgré le tourbillon d'émotions. « J'ai trouvé un cirque abandonné dans la forêt. Il y a des animaux ici, des dizaines. Ils ont besoin d'être secourus immédiatement. » Tout en donnant les coordonnées et plus de détails à l'opératrice, Théo ne pouvait s'empêcher de regarder l'ours qui l'avait guidé jusqu'ici. L'animal l'observait avec une intelligence qui défiait toute compréhension. Théo savait que sa vie avait changé pour toujours. L'aube n'apporterait pas seulement le sauvetage de ces animaux, mais aussi le début d'un voyage qu'il pouvait à peine imaginer. Un voyage qui le pousserait à remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur le monde naturel, sur la relation entre les humains et les animaux,
et sur les mystères que la forêt gardait encore. Alors que la lumière du jour commençait à filtrer à travers les fissures de la vieille tente, éclairant les visages pleins d'espoir des animaux dans leur cage, Théo fit une promesse silencieuse. Il ne se reposerait pas tant que chacun de ces êtres ne serait pas libre et en sécurité. Et plus encore, il percerait le mystère derrière ce lieu, des symboles au sol, et de l'incroyable intelligence de l'ours qui l'avait guidé. Le son des sirènes au loin brisa le silence de la forêt, annonçant l'arrivée des équipes de secours. Théo, qui avait passé les dernières heures à essayer de calmer les animaux et à explorer l'étrange cirque abandonné, sentit une vague de soulagement parcourir son corps. L'aide arrivait enfin. En attendant, Théo ne pouvait détacher son regard des symboles mystérieux tracés sur le sol de l'arène. Ils semblaient de palpiter d'une énergie propre, comme s'ils étaient vivants. Intrigué, il s'approcha pour les examiner de plus près. Les dessins formaient des motifs complexes qui ressemblaient à des constellations. Étoiles, planètes et formes géométriques s'entrelaçaient dans une danse silencieuse. Théo était si absorbé par sa contemplation qu'il remarqua à peine l'arrivée du premier véhicule de secours. « Monsieur, monsieur !» Une voix l'appela, le ramenant à la réalité. Un jeune ambulancier le regardait avec inquiétude. « Vous allez bien? Avez-vous besoin de soins médicaux ?» Théo secoua la tête, essayant de rassembler ses pensées. « Non, ça va. Les animaux, il faut d'abord aider les animaux. » Dans les minutes qui suivirent, le cirque abandonné se transforma en un tourbillon d'activités. Vétérinaires, biologistes et spécialistes du sauvetage animal envahirent ces lieux, travaillant sans relâche pour libérer et évaluer chaque créature. Théo observait tout cela avec un mélange de soulagement et de fascination. Chaque cage ouverte, chaque animal sauvé, était une petite victoire. Mais son esprit revenait sans cesse aux symboles au sol et à l'ours qui l'avait guidé jusqu'ici. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'étrange. À mesure que les animaux étaient libérés, les symboles au sol semblaient briller plus intensément. C'était comme s'ils réagissaient à l'énergie de la libération, pulsant en synchronie avec chaque cage ouverte. Théo regarda autour de lui, essayant de voir si quelqu'un d'autre avait remarqué le phénomène. Mais tous étaient trop occupés par le sauvetage pour prêter attention au sol de l'arène. Soudain, un rugissement familier attira son attention. L'ours qui l'avait guidé se tenait debout à l'entrée de la tente, observant la scène avec ce que Théo ne pouvait décrire que comme de la satisfaction. Leurs regards se croisèrent, et Théo ressentit à nouveau cette connexion inexplicable. Poussé par une impulsion qu'il ne pouvait expliquer, Théo s'approcha de l'ours. À sa surprise, l'animal ne recula pas. Au contraire, il inclina légèrement la tête, comme pour l'inviter à s'approcher davantage. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» murmura Théo, plus pour lui-même que pour l'ours. « Que signifient ces symboles? Pourquoi m'as-tu amené ici ?» En réponse, l'ours se retourna et commença à marcher hors de la tente. Théo, sans hésiter, le suivit. Ils éloignèrent un peu du tumulte des secours, entrant dans une petite clairière proche. Là, sous la lumière filtrée par les feuilles des arbres, l'ours s'arrêta et s'assit. Ses yeux, profonds et expressifs, se fixèrent sur Théo avec une intensité qui le fit frémir. Alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'air autour d'eux sembla vibrer, et Théo sentit une présence qu'il ne pouvait expliquer. C'était comme si la forêt elle-même prenait vie, devenant consciente. Une voix, qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois, résonna dans son esprit. « Théo, gardien de la forêt, tu as été choisi. » Théo chancela en arrière, choqué. Il regarda l'ours, qui restait impassible, comme si cela était parfaitement normal. « Choisi? Pourquoi ?» demanda Théo, sa voix tremblant légèrement. La réponse vint comme un murmure du vent. « Pour être le pont, entre deux mondes qui se sont séparés il y a bien longtemps. Le monde des hommes et le monde de la nature. » Théo sentit sa tête tourner. Cela ne pouvait pas être réel. Il devait rêver, ou peut-être que le stress de la journée l'avait finalement fait perdre la raison. Mais la voix continua. « Le cirque que tu as trouvé n'est pas seulement un lieu de souffrance. C'est un portail, un point de connexion entre les réalités. Les symboles que vous avez vus sont la clé pour ouvrir cette porte. » Des milliers de questions inondèrent l'esprit de Théo, mais avant qu'il ne puisse en articuler une seule, la voix parla à nouveau. « Votre cœur pur et votre connexion avec la nature vous ont rendu capable d'entendre notre appel. Maintenant,
Vous avez un choix à faire. Vous pouvez ignorer ce que vous avez vu et entendu aujourd'hui, retourner à votre vie normale et tout oublier. Ou vous pouvez accepter votre mission et aider à restaurer l'équilibre entre les mondes. Théo resta silencieux un long moment, essayant de digérer tout ce qui se passait. Une partie de lui voulait fuir, retourner à la sécurité et à la simplicité de sa vie précédente. Mais une autre partie, qui grandissait à chaque seconde, savait qu'il ne pouvait pas ignorer cela. Il regarda l'ours, qui l'observait patiemment. Puis, d'une voix ferme qui le surprit lui-même, Théo répondit « J'accepte. Que dois-je faire ?» La forêt autour de lui sembla soupirer de soulagement. La voix parla une dernière fois « Retournez au cirque. Lorsque le dernier animal sera libéré, les symboles se révéleront complètement. Suivez-les. Ils vous guideront vers la prochaine étape de votre voyage. » Avec ces mots, la présence se dissipa. L'air redevint normal, et Théo se retrouva seul dans la clairière avec l'ours. L'animal se leva, jeta un dernier regard significatif à Théo et disparut dans la forêt. Théo resta là quelques minutes, essayant d'assimiler tout ce qui s'était passé. Lorsqu'il se ressaisit enfin, il respira profondément et commença à marcher en direction du cirque. En arrivant, il vit que le sauvetage était presque terminé. Les derniers animaux étaient soigneusement retirés de leur cage et emmenés pour être soignés. Théo observa tout avec de nouveaux yeux, conscient désormais de la signification plus profonde derrière ce sauvetage. Alors que le dernier animal était libéré, un majestueux tigre de Sibérie, Théo sentit un changement dans l'air. Les symboles sur le sol de l'arène commencèrent à briller intensément, leurs lignes bougeant et se reconfigurant comme si elles avaient une vie propre. Fasciné, Théo s'approcha du centre de l'arène. Les symboles formaient maintenant un motif clair, une spirale qui semblait s'étendre à l'infini dans le sol. Sans hésiter, Théo fit un pas vers le centre de la spirale. Au moment où son pied toucha le premier symbole, une lumière intense jaillit du sol, l'enveloppant complètement. Théo eut l'impression de flotter, suspendu entre les réalités. Des visions commencèrent à défiler devant ses yeux, des forêts luxuriantes, des villes futuristes parfaitement intégrées à la nature, des animaux et des humains coexistant en harmonie. Il vit un monde où la barrière entre le règne animal et l'humain s'était dissoute, un monde où la communication entre les espèces était possible, où le respect mutuel et la compréhension régnaient. Mais il vit aussi les défis, la résistance de ceux qui craignaient le changement, les obstacles à surmonter, le long chemin qu'il restait à parcourir. Quand la lumière se dissipa enfin, Théo se retrouva de retour dans l'arène du cirque. Mais quelque chose avait changé. Il pouvait sentir une nouvelle énergie circuler en lui, une connexion plus profonde avec le monde qui l'entourait. En regardant autour de lui, Théo vit que les équipes de sauvetage continuaient leur travail, apparemment inconscientes de ce qui venait de se passer. Pour elles, seulement quelques secondes s'étaient écoulées. Théo savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Il avait été choisi pour une mission plus grande que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Une mission qui l'amènerait à explorer les limites entre les mondes, à remettre en question ce qu'il pensait savoir de la réalité. Alors qu'il marchait hors de la tente du cirque, Théo ressentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Qu'est-ce qu'il attendait? Quel défi devrait-il relever? Comment pourrait-il accomplir cette mission apparemment impossible? Mais une chose, il en était sûr, il n'était pas seul dans ce voyage. La forêt, les animaux et des forces qu'il ne comprenait pas encore totalement étaient à ses côtés. Avec un dernier regard vers le cirque qui avait changé sa vie, Théo retourna vers la forêt. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de tons dorés et roses. Un nouveau jour arrivait, et avec lui, le début d'une aventure qui transcenderait les limites de ce que Théo croyait possible. Les jours qui suivirent le sauvetage dans le cirque abandonné furent un tourbillon pour Théo. Les autorités locales, les médias et les organisations de protection des animaux envahirent la petite ville près de la forêt, tous avides d'informations sur cette incroyable découverte. Théo, cependant, resta discret. Il fournit aux autorités toutes les informations qu'il put sur le sauvetage, mais garda pour lui les événements extraordinaires qu'il avait vécus. Qui le croirait s'il parlait de voix mystérieuses et de visions d'autres mondes? Une semaine après l'incident, Théo trouva enfin un moment de paix. Assis sur la véranda de son chalet, il observait le coucher du soleil.
Son esprit rempli de questions sans réponse. Que signifiaient ces visions? Comment pouvait-il être un pont entre les mondes? C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'étrange. Une lueur douce émanait de la lisière de la forêt, pulsant comme un cœur lointain. Intrigué, Théo se leva et se dirigea vers la lumière. À mesure qu'il s'approchait, la lueur devenait plus intense. Théo sentit un picotement familier parcourir son corps, semblable à ce qu'il avait ressenti au cirque. Quand il atteignit enfin la source de la lumière, il resta bouche bée. Devant lui, un petit cercle de champignons brillait d'une lumière éthérée. Au centre du cercle, les mêmes symboles qu'il avait vus sur le sol du cirque dansèrent dans l'air, comme s'ils étaient faits de particules de lumière. « Bienvenue, Théo !» Une voix douce résonna dans son esprit. Était la même voix de la forêt qu'il avait entendue auparavant. « Serais-tu prêt à commencer ton voyage ?» Théo hésita un instant. Une partie de lui luttait encore pour croire que tout cela était réel, mais une autre partie, celle qui avait été touchée par la magie du cirque abandonné, savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. « Je suis prêt », répondit-il, sa voix plus ferme qu'il ne l'avait espéré. Au moment où il prononça ces mots, les symboles lumineux commencèrent à tourner rapidement, formant un vortex de lumière. Théo se sentit attiré vers lui, non pas physiquement, mais comme si sa conscience était transportée. Lorsque la sensation de mouvement s'arrêta, Théo ouvrit les yeux. Il ne se souvenait pas les avoir fermés et se retrouva dans un endroit complètement différent. Il se trouvait dans une vaste clairière, entourée d'arbres si hauts que leurs cimes se perdaient dans les nuages. L'air était plus dense, chargé de senteurs qu'il n'avait jamais ressenties auparavant. Et les sons, étaient comme si la forêt elle-même chantait une mélodie ancienne et mystérieuse. « Où suis-je » murmura Théo, émerveillé. « Ceci est le royaume intermédiaire » répondit la voix, semblant maintenant venir de partout à la fois, un lieu entre le monde des humains et le monde naturel pur. Ici, les barrières entre les espèces se dissolvent et une véritable communication est possible. Comme pour illustrer ce point, un groupe d'animaux émergea de la forêt environnante. Théo vit des cerfs, des loups, des ours et même des créatures qu'il ne reconnaissait pas. Mais le plus surprenant était que tous semblaient être en parfaite harmonie les uns avec les autres. Un loup s'approcha de Théo, ses yeux brillants d'une intelligence qui dépassait l'instinct animal. À la stupéfaction de Théo, lorsque le loup ouvrit la gueule, il entendit des mots clairs dans son esprit. « Bienvenue, gardien. Nous attendions depuis longtemps votre arrivée. » Théo recula, choqué. « Je peux vous comprendre. » Le loup inclina la tête dans un geste presque humain. « Ici, dans le royaume intermédiaire, toutes les barrières tombent. Nous sommes tous les enfants de la même terre, après tout. » D'autres animaux s'approchèrent, chacun partageant des mots de bienvenue et de gratitude. Théo sentait son esprit élargir à chaque nouvelle rencontre, absorbant une sagesse ancienne qui semblait enfouie au plus profond de son âme. « Et pourquoi suis-je ici ?» demanda finalement Théo, regardant autour de la clairière magique. Un cerf majestueux fit un pas en avant. Sa voix était douce comme une brise d'été. « Tu as été choisi, Théo, pour aider à rétablir l'équilibre entre nos mondes. Il fut un temps où les humains et les animaux vivaient en harmonie, partageant connaissance et respect mutuel. Mais au fil des siècles, cette connexion s'est perdue. L'ours qui avait guidé Théo vers le cirque apparut alors, complétant la pensée du cerf. Le cirque que tu as trouvé était un vestige d'une époque ancienne où les portails entre les mondes étaient plus courants, mais il a été corrompu par la cupidité et la cruauté des hommes. En libérant ces animaux, tu as réactivé la magie endormie de ce lieu. » Théo absorbait chaque mot, sentant le poids de la responsabilité qui lui était confiée. « Mais que puis-je faire? Je ne suis qu'un homme. » La voix de la forêt répondit « Tu es bien plus qu'un homme, Théo. Tu es un gardien, un pont vivant entre les mondes. Ta tâche est de réapprendre les anciennes voies de communication avec la nature et d'enseigner aux autres à faire de même. »« Comment ?» demanda Théo, son esprit tourbillonnant de possibilités. « Nous commencerons ton entraînement ici, dans le royaume intermédiaire, » expliqua le loup. « Tu apprendras le langage des animaux, des plantes, même des pierres et du vent. Tu apprendras à voir au-delà du voile qui sépare les mondes et à marcher entre eux. » Le cerf ajouta, « Mais souviens-toi, Théo, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. La connaissance que tu acquéras ici ne doit pas être utilisée pour un gain personnel ou pour asservir la nature.
Ton rôle est celui de gardien et d'enseignant, pas de conquérant. Théo acquiesça solennellement. Je comprends. Je ferai de mon mieux pour honorer cette confiance. Alors qu'il parlait, la clairière commença à changer. Les arbres bougèrent, formant un cercle parfait. Au centre, une petite fontaine d'eau cristalline apparut. « Ce sera ton premier test », annonça la voix de la forêt. « Bois à la fontaine de la connaissance. Elle ouvrira ton esprit aux vérités cachées du monde naturel. » Le cœur battant, Théo s'approcha de la fontaine. Il pouvait voir des reflets de mondes lointains danser à la surface de l'eau. Se penchant, il prit un peu d'eau dans ses mains et but. Au moment où l'eau toucha ses lèvres, Théo ressentit une explosion de sensations. Était comme si chaque goutte contenait les secrets de 1000 forêts, les murmures d'innombrables créatures, la sagesse accumulée au fil des âges. Des images inondèrent ton esprit, d'anciennes civilisations vivant en harmonie avec la nature, des rituels sacrés accomplis dans des clairières comme celle-ci, des gardiens du passé marchant entre les mondes. Il vit les dommages causés par la déconnexion entre les humains et la nature, mais entrevit aussi un avenir d'espoir, où l'harmonie pourrait être restaurée. Lorsque le torrent de vision cessa enfin, Théo tomba à genoux, haletant. Il regarda ses mains et réalisa qu'il pouvait voir l'énergie qui y circulait, le connectant à tout ce qui l'entourait. « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement. L'ours s'approcha, ses yeux emplis de compréhension. « Tu as fait le premier pas de ton voyage, Théo. L'eau de la fontaine a ouvert tes sens aux énergies du monde naturel. Maintenant, tu peux voir et sentir les connexions qui ont toujours existé, mais qui étaient cachées aux yeux des humains. » Théo se releva lentement, se sentant à la fois épuisé et plus vivant que jamais. Il regarda autour de la clairière avec de nouveaux yeux, émerveillé par le réseau d'énergie qui reliait toutes les choses vivantes. « C'est incroyable, » murmura-t-il. « Et ce n'est que le début, » dit le loup, une touche d'amusement dans sa voix mentale. « Votre véritable entraînement commence maintenant. » Dans les jours, ou étaient-ce des semaines, le temps semblait s'écouler différemment dans le royaume intermédiaire qui suivirent. Théo plongea dans un apprentissage intense. Il apprit le langage silencieux des arbres, le code secret des fleurs, les motifs de migration écrits dans les étoiles. Les animaux furent ses professeurs patients, chacun partageant sa sagesse unique. Le loup lui enseigna la communauté et le leadership. Le cerf lui montra comment trouver la paix intérieure même en temps de danger. L'ours partagea des secrets de force et de guérison. Mais surtout, Théo apprit à voir le monde avec de nouveaux yeux. Il commença à comprendre que tout était connecté, que chaque action avait des conséquences qui s'étendaient bien au-delà de l'immédiat et du visible. À mesure que son entraînement progressait, Théo sentait qu'il changeait non seulement mentalement, mais physiquement. Sa connexion avec la nature se manifestait de manière tangible. Il pouvait sentir le pouls de la terre sous ses pieds, entendre le murmure du vent comme s'il s'agissait d'une langue familière. Un jour, alors qu'il méditait au bord d'un ruisseau cristallin, Théo eut une épiphanie. Il comprit enfin son véritable rôle en tant que gardien. Il ne s'agissait pas seulement de protéger la nature ou d'enseigner aux autres à la respecter. Il s'agissait de restaurer l'équilibre perdu, de reconnecter les fils brisés qui avaient autrefois uni tous les êtres vivants dans une tapisserie cosmique d'existence partagée. Avec cette compréhension vint un sentiment renouvelé de but. Théo savait que son temps dans le royaume intermédiaire touchait à sa fin. Bientôt, il devrait retourner dans le monde des hommes et commencer sa véritable mission. Alors que le soleil se couchait ce jour magique, peignant le ciel de couleurs qui défièrent la description, Théo sentit une présence familière s'approcher. C'était la voix de la forêt, maintenant aussi claire pour lui que le chant des oiseaux. « Tu es prêt, Théo ?» dit la voix, empreinte de fierté et d'espoir. « Il est temps de rentrer et de commencer ton voyage en tant que gardien de la forêt. Souviens-toi, tu ne seras jamais seul. La sagesse que tu as acquise ici sera toujours avec toi et nous serons toujours à ta portée. » Théo hocha la tête, ressentant un mélange d'excitation et d'appréhension. Il savait que le chemin à venir serait difficile, mais il savait aussi qu'il était prêt à l'affronter. Lorsqu'il se leva, prêt à partir, tous les animaux qui lui avaient enseigné se rassemblèrent autour de lui. Chacun offrit un dernier mot de sagesse ou d'encouragement. L'ours fut le dernier à lui faire ses adieux. « Souviens-toi, Théo, la véritable force vient de la gentillesse et de la compréhension. Utilise ton savoir pour unir,
et non pour diviser. Avec un dernier regard vers le royaume intermédiaire, Théo ferma les yeux et sentit qu'il était tiré vers son propre monde. Lorsqu'il les rouvrit, il était de retour à la lisière de la forêt près de son chalet. Le cercle de champignons lumineux avait disparu, mais Théo pouvait sentir que quelque chose de fondamental avait changé. Le monde autour de lui semblait plus vivant, plus vibrant. Et il savait que son véritable voyage ne faisait que commencer. Le soleil venait à peine de se lever lorsque Théo ouvrit les yeux. Pendant un moment, il resta allongé dans son lit, essayant de digérer tout ce qui s'était passé. Son séjour dans le royaume intermédiaire était-il qu'un rêve extraordinairement vivant? Mais lorsqu'il se leva et regarda par la fenêtre, Théo sut que tout avait été réel. Le monde semblait différent maintenant. Les couleurs étaient plus vives, les sons plus nets. Il pouvait sentir l'énergie pulsant à travers les arbres, le murmure de l'herbe sous ses pieds, même à l'intérieur de la maison. « Et maintenant ?» murmura Théo pour lui-même, sentant le poids de la responsabilité qu'il portait. Comme pour répondre à sa question, une brise douce entra par la fenêtre, apportant avec elle le parfum des fleurs sauvages et un message. Théo ferma les yeux, laissant les mots se former dans son esprit. « Commence petit. Gardien, une graine plantée aujourd'hui peut devenir une forêt demain. » Théo sourit, reconnaissant pour ce conseil. Il savait ce qu'il devait faire. Dans les semaines qui suivirent, Théo commença à mettre en place des changements subtils dans sa routine et dans ses interactions avec la communauté locale. Il lança un programme d'éducation environnementale à l'école de la ville, enseignant aux enfants l'importance de la conservation et du respect de la nature. Ces cours étaient différents de tout ce que les enfants avaient connu auparavant. Théo les emmenait en promenade dans la forêt, leur montrant comment écouter le murmure des arbres et comprendre les comportements des animaux. Les enfants étaient fascinés, et bientôt, ils commencèrent à voir la nature avec un regard nouveau. Un jour, pendant l'une de ces leçons en plein air, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une petite fille nommée Léa, connue pour être extrêmement timide, s'arrêta soudainement et pointa un buisson proche. « Théo, dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. L'oiseau demande de l'aide. » Théo regarda dans la direction indiquée par Léa et vit un petit nid tomber au sol. Un oisillon de grive piaillait désespérément. Avec un sourire doux, il s'agenouilla à côté de Léa. « Comment sais-tu qu'il demande de l'aide, Léa ?» La petite fille fronça les sourcils, confuse. « Je le sais juste. Je peux l'entendre dans ma tête. » Le cœur de Théo s'accéléra. Serait-il possible que Léa ait aussi ce don? Il observa tandis que la petite fille, avec une infinie précaution, prenait le nid et le remettait sur la branche d'où il était tombé. L'oisillon se calma immédiatement. Cet incident était que le premier d'une longue série. Alors que Théo poursuivait son travail, il commença à remarquer des changements subtils dans la communauté. Les gens semblaient plus conscients de leur environnement, plus respectueux de la nature. Certains rapportaient même des expériences étranges, entendre des voix dans le vent, ressentir des émotions venant des arbres. Théo savait qu'il était sur la bonne voie. Mais il savait aussi qu'il ferait face à des défis. Et ils ne tardèrent pas à se manifester. Un matin, Théo fut surpris par une foule agitée devant la mairie. Au centre de la confusion se trouvait le maire, un homme corpulent nommé Augustin, connu pour privilégier le développement économique avant tout. « Silence, tout le monde !» cria Augustin, sa voix résonnant sur la place. « Je sais que certains d'entre vous ont des inquiétudes, mais ce projet minier est exactement ce dont notre ville a besoin. Des emplois, du développement, du progrès. » Théo sentit son cœur se serrer. Une mine dans la forêt. Il savait qu'il devait intervenir. Mais comment le faire sans révéler ses nouveaux pouvoirs? Prenant une profonde inspiration, Théo s'avança. « Monsieur le maire » appela-t-il, sa voix calme mais ferme. « Puis-je poser une question ?» Augustin se retourna, fronçant les sourcils en voyant Théo. L'homme de la forêt, comme certains l'appelaient, était devenu une figure controversée ces derniers mois. « Parle, Théo » dit le maire, dissimulant mal son irritation. « Avez-vous considéré l'impact environnemental de ce projet? La forêt est le cœur de notre communauté, notre plus grand trésor. » Augustin rit, un son sans humour. « Trésor? La forêt n'a de valeur que lorsque nous pouvons l'utiliser, Théo. Nous ne pouvons pas rester figés dans le temps à cause de quelques arbres et animaux. » La foule murmura, divisée.
Théo pouvait sentir la peur et l'incertitude émanant des gens. Mais il sentait aussi quelque chose de plus, une connexion profonde avec la terre sous ses pieds, avec les arbres autour de la place. Et il savait qu'il devait faire quelque chose de radical. « Et si je pouvais vous montrer à tous la vraie valeur de la forêt ?» dit Théo, sa voix chargée d'une autorité qui le surprit lui-même. Avant que quiconque puisse répondre, Théo ferma les yeux et se concentra. Il tendit son esprit, touchant les énergies vitales de chaque arbre, chaque feuille, chaque créature autour. Et puis, doucement, il partagea cette connexion avec tous ceux qui étaient à présent. Pendant un moment, rien ne se passa. Puis, un par un, les gens dans la foule commencèrent à halter et à regarder autour d'eux avec émerveillement. Théo pouvait sentir leurs esprits s'ouvrir, expérimentant pour la première fois la véritable conscience de la nature. Le maire Augustin vacilla, ses yeux écarquillés. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-il. Théo ouvrit les yeux, observant les expressions émerveillées autour de lui. « Cela, mes amis, est le véritable trésor de notre forêt. La vie, la conscience, l'interconnexion de toutes choses. » Pendant plusieurs minutes, personne ne parla. Les gens étaient absorbés par l'expérience, sentant pour la première fois la pulsation de la vie autour d'eux. Enfin, une voix brisa le silence. C'est était Léa, la fille timide du cours de Théo. « C'est comme de la musique, » dit-elle doucement. « Tout chante ensemble. » Ces mots semblèrent en briser le charme. Les gens commencèrent à bouger, à se parler avec des voix excitées et confuses. Le maire Augustin semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. Il regarda Théo, son expression un mélange de peur et d'admiration. « Comment avez-vous fait cela ?» Théo sourit gentiment. « J'ai simplement montré ce qui a toujours été ici, monsieur le maire. La question est, que ferons-nous de cette connaissance ?» Dans les jours qui suivirent, la ville bouillonnait de discussions. Le projet minier fut temporairement suspendu et un comité fut formé pour explorer des alternatives de développement durable. Théo savait qu'il n'avait fait que le premier pas d'un long voyage. Il y avait beaucoup de travail à faire, beaucoup d'esprits à ouvrir, beaucoup de cœurs à toucher. Mais pour la première fois depuis son retour du royaume intermédiaire, il sentit une véritable espérance. Le soir, assis sur la véranda de son chalet, Théo regarda les étoiles. Il pouvait sentir la présence des êtres du royaume intermédiaire, observant et guidant silencieusement. « Merci », murmura-t-il au vent. Et tandis que la brise nocturne caressait son visage, Théo jura de continuer sa mission, peu importe à quel point cela serait difficile. Il était le gardien maintenant, le pont entre les mondes. Et avec chaque petite victoire, chaque esprit ouvert, chaque cœur touché, il savait qu'il était un pas de plus près de rétablir l'équilibre perdu depuis si longtemps. Les mois qui suivirent apportèrent des changements significatifs à la petite ville à la lisière de la forêt. Elle, événement sur la place, qui fut connu sous le nom de « Elle, éveil », avait secoué la communauté jusqu'à son noyau. Les gens ont commencé à regarder le monde autour d'eux avec de nouveaux yeux, plus conscients de la vie palpitante qui les entourait. Théo, désormais reconnu comme une figure de sagesse et de respect, s'est retrouvé au cœur de ces changements. Son programme d'éducation environnementale s'est rapidement étendu, attirant non seulement des enfants, mais aussi des adultes désireux d'en apprendre davantage sur la connexion profonde qu'ils avaient vécue ce jour fatidique. Un après-midi, alors qu'il dirigeait une classe en plein air pour un groupe mixte d'enfants et d'adultes, Théo remarqua une silhouette familière s'approcher. C'était le maire Augustin, son visage masqué par l'inquiétude et la curiosité. « Théo » appela le maire, sa voix hésitante. « Puis-je te parler un instant ?» Théo hocha la tête, demandant à ses élèves de continuer leurs observations de la nature. Il s'éloigna avec Augustin, curieux de savoir ce que l'homme pouvait bien vouloir. « Je suis confus », admit Augustin, passant la main dans ses cheveux grisonnants. « Depuis ce jour sur la place, je ressens des choses que je ne peux expliquer. C'est comme si la ville elle-même était vivante, respirante. Est-ce de la folie ?» Théo sourit doucement. « Ce n'est pas de la folie, Augustin. C'est l'éveil d'une conscience qui a toujours été là, simplement endormie. Ce que tu ressens, c'est l'essence même de notre foyer. » Le maire resta silencieux un moment, absorbant les mots. Mais qu'en est-il du progrès, du développement? Notre ville a encore besoin de grandir, de prospérer. Le progrès et l'harmonie avec la nature
ne sont pas mutuellement exclusifs, répondit Théo. En fait, lorsque nous travaillons en syntonie avec le monde naturel, nous découvrons des solutions qui bénéficient à tous. Cette conversation marqua le début d'une nouvelle ère pour la ville. Sous la guidance de Théo et avec le soutien réticent, mais croissant, du maire Augustin, la communauté commença à explorer des formes de développement durable qui respectaient et même renforçaient leur connexion avec la nature. L'ancien projet minier a été complètement abandonné. À sa place, des initiatives d'écotourisme, d'agriculture biologique et de recherche sur les technologies vertes ont vu le jour. La ville a commencé à attirer une attention positive de tout le pays, devenant un modèle de la manière dont le progrès pouvait coexister harmonieusement avec la préservation de l'environnement. Mais tout n'était pas rose. À mesure que l'influence de Théo grandissait, la résistance de certains secteurs de la société augmentait également. Certains le voyaient comme une menace au mode de vie traditionnel. D'autres, plus dangereusement, commençaient à soupçonner qu'il y avait quelque chose de surnaturel dans ses capacités. Une nuit, alors qu'il rentrait à son chalet après une réunion à la mairie, Théo sentit une présence hostile dans l'ombre. Avant qu'il ne puisse réagir, 3 silhouettes encapuchonnées surgirent devant lui. « Il est temps que tu partes, sorcier », grogna l'un d'eux, brandissant un morceau de bois. Théo resta calme, sentant l'énergie de la forêt autour de lui. Il savait qu'il pourrait facilement maîtriser ses agresseurs en utilisant ses pouvoirs, mais il savait aussi que cela ne ferait qu'alimenter la peur et la méfiance. Au lieu de cela, il ferma les yeux et respira profondément. Doucement, il étendit sa conscience, touchant les esprits des hommes devant lui, non pour les contrôler, mais pour leur montrer ce qu'il voyait, la beauté interconnectée du monde, la danse de la vie qui les entourait. Les hommes se figèrent, leurs yeux essaient écarquillants de stupéfaction. Le morceau de bois tomba de la main du chef, frappant le sol avec un bruit sourd. « Qu'est-ce que c'est » murmura l'un d'eux, sa voix tremblante. « C'est le monde tel qu'il est vraiment », répondit Théo doucement. La vérité qui a toujours été là, attendant d'être découverte. Lentement, les hommes reculèrent, confus et bouleversés. Théo savait qu'ils auraient besoin de temps pour digérer ce qu'ils avaient vécu, mais une graine avait été plantée. Cet incident, bien que troublant, servit à renforcer la détermination de Théo. Il réalisa que son travail allait au-delà de simplement enseigner sur la nature. Il s'agissait de guérir les blessures profondes qui séparaient l'humanité du monde naturel. Dans les semaines qui suivirent, Théo intensifia ses efforts. Il organisa des événements communautaires qui combinaient des pratiques traditionnelles avec de nouvelles perspectives sur la conscience de la nature. Les fêtes de plantation devinrent des cérémonies de connexion avec la terre. Les récoltes étaient célébrées avec des rituels qui honoraient le cycle de la vie. Lentement mais sûrement, la ville commença à changer. Les gens se mirent à prendre davantage soin de leur jardin, à traiter les animaux avec plus de respect, à réfléchir à 2 fois avant de gaspiller les ressources naturelles. Mais le changement le plus profond se produisit chez les enfants. Ceux qui avaient participé au cours de Théo depuis le début commencèrent à montrer des capacités étonnantes. Léa, la jeune fille timide qui avait montré les premiers signes d'une connexion spéciale avec la nature, pouvait désormais communiquer facilement avec les animaux et les plantes. D'autres jeunes manifestèrent des talents pour guérir en utilisant les énergies naturelles, prévoir les changements climatiques ou même influencer la croissance des plantes. Théo observait avec un mélange de fierté et d'appréhension, sachant que ces jeunes seraient les véritables agents du changement dans l'avenir. Un jour, alors qu'il marchait dans la forêt avec un groupe de ces jeunes talentueux, Théo sentit une présence familière s'approcher. Le vieil ours qu'il avait guidé vers le cirque abandonné tant de mois auparavant émergea des ombres. Les enfants restèrent paralysés, un mélange de peur et d'admiration sur leurs visages. Mais Théo sourit, sachant que ce moment était important. « N'ayez pas peur, dit-il doucement. C'est un vieil ami, un messager entre les mondes. » L'ours s'approcha, ses yeux sages examinant chaque enfant. Puis, à la stupéfaction générale, il parla, non pas avec des mots, mais avec des pensées qui résonnèrent dans l'esprit de tous. « L'équilibre est en train d'être rétabli, dit l'ours. Mais le chemin à parcourir est encore long. Vous, jeunes gardiens, avez un rôle crucial à jouer. » Les enfants regardèrent Théo, leurs yeux écarquillés par l'émerveillement du moment.
Il hocha la tête avec encouragement. « Que devons-nous faire » Léa demanda, sa voix à peine plus qu'un murmure. L'ours tourna son regard vers elle. « Apprenez, grandissez, partagez ce que vous savez. L'harmonie entre les mondes dépend de cœurs ouverts et d'esprits éveillés. » Sur ces mots, l'ours se retourna et disparut dans la forêt, laissant derrière lui un groupe d'enfants transformés et un Théo profondément ému. Ce soir-là, assis sur sa véranda et réfléchissant aux événements de la journée, Théo sentit une vague d'espoir l'envahir. Le chemin à parcourir était encore long et semé d'embûches, mais il n'était plus seul. Une nouvelle génération de gardiens émergeait, prête à porter le flambeau de l'harmonie entre l'humanité et la nature. Alors que les étoiles brillaient au-dessus et que les bruits nocturnes de la forêt l'enveloppaient, Théo fit une promesse silencieuse. Il continuerait à enseigner, à guider, à inspirer. Et un jour, peut-être, le rêve d'un monde véritablement en équilibre deviendrait réalité. Le temps passa, et avec lui, la petite ville en lisière de forêt prospéra de manière que personne n'aurait pu prévoir. Ce qui avait commencé comme un changement local se propageait désormais comme des ondulations à la surface d'un lac, touchant les communautés voisines et attirant l'attention de personnes venues de tout le pays. Théo, maintenant avec des fils gris parsemant ses cheveux noirs, observait avec un mélange de fierté et d'inquiétude, tandis que sa ville devenait un phare d'espoir pour un monde en quête d'équilibre. Touristes, chercheurs et curieux arrivaient quotidiennement, impatients de découvrir ce que beaucoup appelaient le miracle de la forêt. Par une matinée ensoleillée de printemps, Théo se promenait sur la place principale, désormais un luxuriant jardin communautaire, lorsqu'il fut abordé par une femme âge moyen aux yeux perçants et un carnet à la main. « Monsieur Théo » demanda-t-elle, tendant la main. « Je suis Marine Dubois, journaliste au Journal National. J'aimerais vous parler des changements extraordinaires qui se sont produits ici ces dernières années. » Théo sourit, mais ses yeux trahissaient une prudence subtile. Il savait que l'attention des médias était une arme à double tranchant. Elle pouvait diffuser le message d'harmonie, mais aussi attirer une attention indésirable. « Bien sûr, Marine, » répondit-il, désignant un banc à proximité. « Que souhaitez-vous savoir ?» L'entretien dura des heures, Marine posant des questions incisives sur tout, depuis les politiques environnementales innovantes de la ville, jusqu'aux rumeurs de capacités spéciales que certains enfants semblaient développer. Théodore répondit avec prudence, mettant l'accent sur les aspects pratiques des changements, l'agriculture durable, l'écotourisme, les programmes éducatifs, tout en évitant subtilement les questions plus sensibles sur les événements inexplicables qui se produisaient occasionnellement. Lorsque Marine rangea enfin son carnet, ses yeux brillaient d'un mélange d'admiration et de scepticisme. « Vous savez, Théo, je suis venu ici en espérant trouver une histoire sur une petite ville qui a eu de la chance. Mais ce que j'ai découvert, eh bien, c'est bien plus grand, n'est-ce pas ?» Théodore hocha lentement la tête. « Le vrai changement, Marine, commence dans le cœur et l'esprit des gens. Ce que vous voyez ici n'est que le reflet extérieur d'une transformation bien plus profonde. » Après le départ de la journaliste, Théodore ressentit une inquiétude familière. Il savait que l'article de Marine, une fois publié, attirerait encore plus d'attention sur sa communauté. Il était temps de se préparer pour la prochaine étape de son voyage. Ce soir-là, Théodore convoqua une réunion spéciale. Au cœur de la forêt, dans une clairière éclairée par des lanternes douces, se rassemblèrent les membres les plus proches de son cercle. Léa, désormais une jeune femme rayonnante dotée d'un don extraordinaire pour la guérison. Jean, un adolescent capable de prédire les changements climatiques avec une précision troublante. Le maire Augustin, dont les yeux autrefois sceptiques brillaient désormais de la sagesse de la nature, et plusieurs autres qui avaient pleinement embrassé cette nouvelle voie. « Mes amis, » commença Théodore, sa voix chargée de responsabilité, « nous entrons dans une nouvelle phase de notre voyage. Le monde commence à remarquer ce que nous avons accompli ici, et avec cette attention viennent de nouveaux défis et opportunités. » Il fit une pause, regardant chaque personne présente dans les yeux. « Il est temps d'étendre notre travail au-delà des frontières de notre ville. Le monde a besoin de ce que nous avons appris, de ce que nous sommes devenus. » Un murmure d'excitation et d'appréhension parcourut le groupe. Léa fut la première à prendre la parole. « Mais Théo,
Comment pouvons-nous faire cela sans révéler, enfin, la véritable nature de nos capacités? Théodore sourit doucement, avec sagesse et discrétion. Léa, tout le monde n'est pas prêt à voir le monde comme nous le voyons. Notre tâche est de préparer le chemin, de semer les graines du changement partout où nous allons. Dans les mois qui suivirent, de petits groupes commencèrent à quitter la ville, emportant avec eux les leçons et les pratiques qui avaient transformé leur communauté. Ils voyagèrent vers des villes voisines, puis vers des capitales, et finalement vers d'autres pays. Théo coordonnait ses efforts depuis sa maison à la lisière de la forêt, qui était devenue un centre d'opération improvisé. Des cartes couvraient les murs, marquées de points indiquant où ses ambassadeurs travaillaient. Des communications arrivaient quotidiennement. Des histoires de succès, des défis rencontrés, de nouveaux alliés trouvés. Mais avec la croissance de leur influence, vinrent également les premiers signes de résistance organisée. Les entreprises qui profitaient de l'exploitation effrénée des ressources naturelles commencèrent à remarquer une baisse de leurs profits. Les politiciens qui bénéficiaient depuis longtemps de politiques anti-environnementales voyaient leur base de pouvoir érodée. Un jour, Théo reçut une visite inattendue. Un homme grand et bien habillé apparut à sa porte, son visage masqué par une politesse professionnelle. « Théo, je m'appelle Charles Martin. Je représente un consortium d'entreprises intéressées par discuter de l'avenir de votre organisation. » Théo sentit immédiatement l'énergie autour de l'homme, tendue, calculatrice, potentiellement dangereuse. Mais il sentit aussi autre chose, enfouie profondément, une étincelle de curiosité, peut-être même d'espoir. « Entrez, Martin, dit Théo calmement. Parlons. » La conversation qui suivit fut un délicat jeu d'échecs verbal. Charles offrit des sommes astronomiques pour que Théo redirige ses efforts. Lorsque cela échoua, il passa à des menaces voilées sur les conséquences de continuer à interférer avec le progrès. Théo écouta tout patiemment. Alors, quand Charles eut terminé, il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. « Martin, regardez dehors. Que voyez-vous » Confus, Charles le rejoignit. « Des arbres, la forêt. Qu'est-ce que cela a à voir avec notre discussion » Théo sourit. « Tout. Ce que nous faisons ne concerne pas l'argent ou le pouvoir. Il s'agit de reconnecter les gens avec le monde dont ils font partie. Un monde qui est vivant, conscient, interconnecté de manière que nous commençons à peine à comprendre. » Il se tourna pour faire face à Charles. « Vos entreprises voient la nature comme une ressource à exploiter. Nous la voyons comme une partenaire, une enseignante, une partie intégrante de ce que nous sommes. » Charles fronça les sourcils, mais Théo remarqua une hésitation dans son regard. « Cela semble poétique, Théo. Mais le monde réel ne fonctionne pas ainsi. Il y a des demandes à satisfaire, des économies à maintenir. Et s'il existait un moyen de répondre à ces demandes sans détruire le monde qui nous soutient, demanda Théo doucement. Et si le véritable progrès ne consistait pas à prendre plus de la nature, mais à apprendre à vivre en harmonie avec elle. Pendant un long moment, Charles resta silencieux, son regard perdu dans le paysage au-delà de la fenêtre. Quand il a finalement parlé, sa voix était chargée d'une émotion qui l'a surpris lui-même. « Tu sais, quand j'y étais enfant, je passais mes étés à la ferme de mon grand-père. Il y avait une forêt là-bas, pas aussi grande que celle-ci, mais pour moi, elle semblait infinie. Je passais des heures à l'explorer, à me sentir connecté, je suppose. Je ne sais pas quand ni comment j'ai perdu ça. » Théo posa une main douce sur l'épaule de Charles. « Il n'est jamais trop tard pour redécouvrir cette connexion. Martin. » Ce soir-là, bien après que Charles soit parti, sans accord, mais avec beaucoup de réflexion, Théo médita sur leur rencontre. Il savait qu'il avait planté une graine, mais il savait aussi que les défis à venir seraient immenses. Le monde changeait, lentement, mais sûrement. Le message d'harmonie et de connexion se répandait, touchant les cœurs et les esprits dans des endroits inattendus. Mais les forces de l'ancien monde, celles qui voyaient la nature uniquement comme une ressource à exploiter, ne céderaient pas facilement. Alors qu'il observait la lumière de la lune danser entre les feuilles de la forêt, Théo sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. Le chemin à venir serait difficile, parfois dangereux, mais il savait, au plus profond de son être, que c'était le bon chemin. Avec un profond soupir, Théo ferma les yeux et étendit sa conscience,
sentant la pulsation de la vie autour de lui. La forêt murmura sa sagesse ancestrale, lui rappelant qu'il n'était pas seul dans ce voyage. L'été arriva avec une vague de chaleur sans précédent, apportant non seulement des températures brûlantes, mais aussi une tension croissante dans l'air. La petite ville de Théo, autrefois un refuge tranquille, bouillonnait maintenant d'un mélange d'enthousiasme et d'appréhension. Le reportage de Marine Dubois pour le Journal national avait été diffusé, propulsant la communauté sous les projecteurs nationaux. Le flux de visiteurs, déjà constant, devint une véritable inondation. Scientifiques, écologistes, politiciens et curieux de tout le pays arrivaient quotidiennement, chacun avec son propre agenda. Théo observait cette transformation avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Il savait que l'attention pouvait être un outil puissant pour diffuser son message, mais il craignait aussi que l'équilibre délicat qu'ils avaient atteint ne soit perturbé. Un matin, alors qu'il se promenait sur la place centrale, maintenant un jardin communautaire luxuriant, Théo fut abordé par un groupe de jeunes militants écologistes. « Théo !» s'exclama une jeune femme aux cheveux colorés, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Nous sommes du collectif Voix de la Terre. Nous venons de loin pour apprendre de vous et apporter vos techniques dans nos communautés. » Théo sourit, touché par l'enthousiasme du groupe, mais aussi conscient des défis qu'il rencontrerait. « Bienvenue », dit-il chaleureusement. « Nous sommes heureux de partager ce que nous avons appris. Mais rappelez-vous, ce que nous avons fait ici ne concerne pas seulement des techniques ou des politiques. C'est un changement fondamental dans la façon dont nous nous rapportons au monde qui nous entoure. » Alors qu'il guidait le groupe dans une visite de la ville, expliquant les diverses initiatives et projets, Théo ne put s'empêcher de remarquer les regards curieux et parfois sceptiques des habitants locaux. Il savait que tout le monde n'était pas à l'aise avec la renommée grandissante de leur petite communauté. À l'autre extrémité du spectre, Théo faisait face à une pression croissante de la part des entités gouvernementales et corporatives. Le succès de son modèle de développement durable commençait à menacer des intérêts puissants. Un après-midi, alors que Théo était en réunion avec le conseil municipal pour discuter de l'expansion du programme d'agriculture urbaine, son téléphone sonna avec insistance. C'était Léa, sa voix chargée d'urgence. « Théo, tu dois venir à la lisière nord de la forêt maintenant. » Quelque chose ne va pas. La forêt crie. Sans hésiter, Théo s'excusa auprès du conseil et courut vers sa voiture. En quelques minutes, il était sur la route menant au nord de la ville, son cœur battant avec un mauvais pressentiment. En arrivant sur place, Théo fut horrifié par ce qu'il vit. Une rangée de tracteurs et de pelleteuses était alignée à la lisière de la forêt, leurs machines bruyantes, prêtes à commencer le travail de déforestation. Une foule d'habitants locaux s'était déjà rassemblée, formant une barrière humaine entre les machines et les arbres. Léa courut vers lui, les larmes aux yeux. « Ils ont une ordonnance judiciaire, Théo. Ils disent que c'est pour un nouveau projet immobilier. Comment cela peut-il arriver ?» Théo ferma les yeux un instant, étendant sa conscience vers la forêt. Il pouvait sentir la panique des arbres, la peur des animaux, l'angoisse de la terre elle-même. C'était presque insupportable. Ouvrant les yeux, il aperçut l'homme qui semblait diriger l'opération. Avec des pas fermes, Théo s'approcha de lui. « Excusez-moi, » dit-il, sa voix calme mais chargée d'autorité. « Je suis Théo, représentant du conseil environnemental de la ville. Puis-je voir cette ordonnance judiciaire ?» L'homme, un cadre d'âge moyen portant un casque de sécurité, regarda Théo avec un mélange d'irritation et de reconnaissance. « Ah, c'est le fameux de gardien de la forêt, » dit-il avec une pointe de sarcasme. « Voici votre précieuse ordonnance. Tout est parfaitement légal, signé par le juge fédéral. » Théo examina le document, son cœur se serrant. Était, en effet, une ordonnance valide. Mais quelque chose n'avait pas de sens. Comment cela avait-il pu passer inaperçu par le conseil municipal? Alors qu'il pesait ses options, le cadre fit un geste pour que les machines commencent à avancer. La foule de manifestants cria en signe de protestation, certains s'agenouillant devant les tracteurs. C'est à ce moment que Théo prit une décision. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à faire pourrait tout changer, révéler des secrets longtemps gardés. Mais il n'avait pas le choix. Marchant jusqu'à se placer entre les machines et la forêt, Théo leva les mains. Fermant les yeux, il se concentra, canalisant toute l'énergie et la connexion qu'il avait cultivée au fil des années.
Soudain, un vent puissant surgit de nulle part, hurlant à travers les arbres. Le ciel, auparavant clair, s'assombrit avec des nuages qui semblaient s'être formés en quelques secondes. Un grondement sourd émanait de la terre elle-même, comme si la planète protestait contre la destruction imminente, et le reste appartient à l'histoire.